Sophie Tussaud nous accompagne pour le journal de l'économie. Bonjour Sophie. Bonjour Grégoire. Dans un instant, on commentera effectivement donc cet exil fiscal de certains Français, mais d'abord direction New York. Grégory, on vous retrouve sur place. Grégory Volokhin, président de Mescard Financial Services, avec vos premiers commentaires à chaud, une demi-heure après la publication du rapport mensuel sur l'emploi. Donc les chiffres de juillet, 215 000 créations, taux de chômage stable à 5,3% et toujours une faible croissance des salaires. Oui, alors c'est peut-être les exilés fiscaux français qui viennent travailler aux États-Unis, parce que je dirais que ce chiffre de l'emploi est très bon en fait. On n'attendait pas une surprise, mais une surprise aurait peut-être fait changer les paris du marché. Donc avoir ces créations d'emplois, 215 000 créations d'emplois, un chiffre sur le mois dernier revu à la hausse. Il suffit de regarder le cours du dollar, il ne fait que conforter donc une Fed qui de toute façon va relever ses taux d'ici la fin de l'année, mais avec ce genre de chiffres, le marché va commencer plutôt à parier sur une hausse des taux dès le mois de septembre. Alors est-ce que c'est positif pour les marchés? Je vous dirais, ça c'est absolument une autre question. Pour le moment, les marchés, en tout cas ici aux États-Unis ces derniers jours, ont été très très chahutés. Pas forcément à cause de la Fed, mais sur d'autres données, que ce soit dans le secteur des médias ou sur des prises de profit dans des secteurs comme les valeurs biotech par exemple. Ouais, des secteurs qui étaient les chouchous de la cote, alors le resteront-ils, mais je crois que le secteur des médias a fait 2 fois mieux que le S&P 500 dans la phase de rallye. Hein. Les 6 années de rallye qu'on a connues sur le S&P 500, on aura l'occasion d'en reparler avec vous Grégory. On vous retrouvera juste après l'ouverture de Wall Street avec des indices américains pour l'instant qui sont orientés légèrement négatifs. Et vous le disiez, la réaction du dollar après ce chiffre de création d'emplois aux États-Unis et peut-être donc l'étau qui est en train de se resserrer avec comme objectif une première hausse de taux aux États-Unis au mois de septembre. Sophie, on vous retrouve avec donc ce titre également à la une cet après-midi, un des Français qui sont de plus en plus nombreux à quitter. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et on va retrouver Grégory Volokhin à New York, le président de Mescard Financial Services. Rebonjour Grégory. Un mot peut-être à nouveau de ce rapport mensuel sur l'emploi, les commentaires qui peuvent être faits et puis la réaction de marché qui se voit notamment sur le dollar. Oui, je dirais que c'est un bon rapport sur l'emploi, en gros en ligne avec les attentes. Je ne crois pas qu'il faille attendre des mauvaises surprises sur l'emploi aux États-Unis. La seule question, c'est est-ce que les salaires vont commencer finalement à augmenter. Pour le moment, on est toujours avec cette hausse des salaires de 2,1% annuel. Mais en fait, ces 2,1%, ce n'est quand même pas rien. Il ne faut pas non plus négliger cette hausse. Je pense que les chiffres qu'on a eus aujourd'hui vont conforter la Fed au mois de septembre pour commencer à resserrer les taux, comme en Angleterre, d'une façon très lente, d'une façon très prudente, sans faire de vagues, mais il ne faut pas oublier que l'année prochaine, c'est une année électorale aux États-Unis et que la Réserve fédérale ne veut pas trop rentrer dans le débat et que le plus tôt elle commencera à monter les taux, le mieux ça sera, même si l'économie ralentit, ce qui peut toujours arriver à ce moment-là, au moins elle aura un peu de place justement pour relâcher un peu du lest. Eh oui, n'oublions pas effectivement le débat électoral, la Fed qui n'aime pas s'immiscer effectivement dans la politique aux États-Unis. D'ailleurs, on peut en redire un mot là. Les commentaires qui ont suivi donc le premier débat côté républicain avec ces 10 candidats alignés sur le plateau télé de Fox. C'est Donald Trump qui a attiré le feu des projecteurs. Comment est-ce qu'il s'en est sorti? Comment est-ce que tout cela est jugé ce matin chez vous, Grégory? Vous êtes très aimable d'appeler ça un débat électoral. moi j'appellerais plutôt ça un cirque électoral pour le moment, en tout cas du côté des républicains. Donald Trump n'est pas un homme politique, c'est un mégalomane, un homme d'affaires qui a réussi certaines choses, mais qui a un ego plus grand que sûrement Napoléon, sans avoir les idées tactiques peut-être de Napoléon. Donc comment Donald Trump s'en est sorti, vous allez me demander? Il s'en est sorti en étant Donald Trump, donc plutôt bien, avec de l'humour, il en manque pas. Il a été vraiment questionné d'une façon très serrée par les journalistes de Fox. Alors il faut saluer ce que j'ai jamais fait encore, ces journalistes de Fox. Là, ils ont vraiment posé des questions très pointues, mais alors malheureusement, les questions pointues sur Donald Trump, c'est pas vraiment des questions politiques. Alors première question, c'est Monsieur Trump, pourquoi vous avez appelé une présentatrice de télévision un gros porc
une femme immonde et un animal. Alors évidemment, comment vous pouvez parler comme ça en étant candidat à la présidence des États-Unis? Une autre question, c'est vous avez fait faillite 4 fois, et c'est vrai que 4 fois une compagnie de Trump a été en faillite. Comment vous pouvez donner des leçons sur l'économie? Bon, là, il s'en est bien sorti. Il a dit, bah écoutez, il y a une loi justement qui permet aux États-Unis de faire faillite pour réorganiser ses affaires. Mais enfin, tout ça, c'est pas très sérieux. Alors, où est-ce qu'il faut chercher le sérieux? Malheureusement, le sérieux, il est sur des candidats qui n'ont pas particulièrement brillé parce que ils étaient attendus au tournant. C'est par exemple Jeb Bush. Personne ne va dire qu'il n'est pas sérieux. Il était un peu raide et pas particulièrement inspiré hier. Je dirais que s'il y a eu quelqu'un qui s'en est plutôt bien sorti, c'est Marco Rubio, qui est aussi représentant de la Floride, qui est jeune, dynamique, souriant et qui était bien dans ses baskets, si je puis dire. Et puis alors tous les commentaires vont aussi sur, vous savez, l'autre débat, le débat qui était celui des exclus, les petits candidats. Voilà, les petits candidats qui sont même pas des candidats, si on peut dire, puisqu'ils ont entre 0 et 5% d'opinion favorable. Il y en a une qui s'en est bien sortie, ça a été Carly Fiorina. Alors c'est la revenante. Il faut se souvenir que Carly Fiorina, elle était à la tête, entre autres, de Hewlett-Packard. Elle s'en était d'ailleurs pas très bien sortie avec Hewlett-Packard. Mais pourquoi est-ce qu'elle s'en est bien sortie lors de ce débat? C'est parce qu'elle a attaqué directement Hillary Clinton, ce qui était peut-être la chose à faire, parce qu'il ne faut pas oublier que les élections, c'est pas les républicains contre les républicains, c'est deux partis qui vont s'affronter. Et surtout, elle a attaqué Hillary Clinton sur sa crédibilité. C'est vrai que Hillary Clinton prend souvent beaucoup de largesse avec la vérité. Donc je pourrais dire que la leçon de hier soir, c'est que peut-être vous allez avoir assez rapidement une femme du côté des républicains qui commencera à monter un peu en puissance, et ça sera Fiorina. Trump va rester où il est, et ça va être vraiment aux autres républicains de prouver qu'ils peuvent avoir leur place à la Maison-Blanche. Bon, voilà donc pour premier grand débat, hein, on va dire que c'est le lancement effectivement officiel de ces primaires, hein, qui auront lieu l'an prochain. Un mot encore du marché, peut-être, Grégory, pour finir. Là, on surveille les valeurs médias, les valeurs biotech aussi, hein, tous ces secteurs là qui se sont crashés depuis quelques jours, et parfois c'est des gros crashs, hein. Hier, Viacom notamment, on a perdu jusqu'à plus de 20%. C'est pas des petites boîtes quand même là qui se crashent de 20%. Hein. Non, c'est pas les petites boîtes. Et vous avez aussi beaucoup de grosses valeurs biotech, pas des petits titres spéculatifs, mais des compagnies telles que Allergan, telles que Celgene, Amgen, qui ont fait des grosses pertes. Alors pourquoi? Il faut dire tout simplement que les secteurs qui ont eu les plus grosses hausses depuis 2008, et quand on parle des biotech, c'est 500% de hausse, ont attiré beaucoup d'argent que j'appellerais hot money, d'argent chaud. C'est l'argent des hedge funds, entre autres, qui cherchent la performance, qui cherchent d'aller dans le sens du marché. Alors ces hedge funds, par exemple aux États-Unis, ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour eux. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont été beaucoup exposés aux matières premières, ils ont cru au rebond des matières premières, ils ont pensé que tout allait bien se passer en Grèce, ils ont acheté beaucoup d'actions grecques, de dettes grecques. Ils se sont précipités sur la dette de Porto Rico parce qu'elle rapportait beaucoup d'argent. Donc vous avez là des hedge funds qui ont eu des performances extrêmement négatives au mois de juillet, moins 6, moins 8, moins 10%, et ils doivent sortir les positions où ils ont gagné. Voilà, exactement. Donc ils vendent où ils gagnent de l'argent, et malheureusement ça entraîne à la baisse des secteurs qui autrement pourraient continuer à bien se tenir. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance et bon week-end à vous du côté de New York. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bientôt 16h, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. Les marchés européens en légère baisse, tout comme Wall Street. On perd environ 0. Donc ce chiffre à la une, un chiffre très important, celui de l'emploi américain pour le mois de juillet. Oui, 215 000 emplois ont été créés en juillet. Le taux de chômage, lui, reste inchangé, comme attendu, à 5,3%, son plus bas niveau depuis 7 ans. Alors des chiffres qui restent excellents aux yeux de Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, qui va dans le sens d'un relèvement rapide des taux. On l'écoute. Ce chiffre de l'emploi est très bon, en fait. On n'attendait pas une surprise, mais une surprise aurait peut-être fait changer les paris du marché. Donc avoir ces créations d'emplois, 215 000 créations d'emplois, un chiffre sur le mois dernier revu à la hausse. Il suffit de regarder le cours du dollar, il ne fait que conforter donc une Fed qui de toute façon va relever ses taux d'ici la fin de l'année, mais avec ce genre de chiffres, le marché va commencer plutôt
plutôt à parier sur une hausse des taux dès le mois de septembre. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, c'est une année électorale aux États-Unis et que la Réserve fédérale ne veut pas trop rentrer dans le débat et que le plus tôt elle commencera à monter les taux, le mieux ça sera, même si l'économie ralentit, ce qui peut toujours arriver. À ce moment-là, au moins, elle aura un peu de place justement pour relâcher un peu du lest. Grégory Volokin qui était avec nous cet après-midi, président de Mescart Financial Services. Un mot rapide, on aura l'occasion d'y revenir, messieurs, mais est-ce que ce chiffre, ce rapport mensuel sur l'emploi, est-ce que ça renforce la probabilité d'une hausse de taux en septembre? Est-ce que, en tout cas, c'est une option qui reste sur la table? Comment est-ce que ça fait évoluer les anticipations de marché? Comment vous regardez ça, Quentin? Oui, alors les chiffres sont plutôt positifs, donc oui, non, ça remet pas en cause un relèvement des taux pour septembre. Ceci dit, les chiffres sont pas non plus au-delà sont légèrement en dessous du consensus, et la croissance des salaires est autour de 2%. Donc non, ça remet pas en cause une relevée des taux, quoi. Ça n'enlève pas l'option septembre, qui est pas garantie non plus encore à ce stade, Gilles. C'est un chiffre un petit peu mitigé malgré tout. C'est vrai, voilà, il est pas mauvais dans l'absolu, mais je pense que le consensus était peut-être un petit peu ambitieux, donc on attendait un petit peu plus. On a un chiffre qui est un petit peu en dessous de la moyenne des 3 derniers mois, donc c'est pas non plus forcément, voilà, peut-être qu'on s'attendait un petit peu mieux. Ça remet pas en cause, je pense, le possible relèvement en septembre, d'autant que les discours, enfin les déclarations récentes ont quand même bien montré que voilà, ils s'apprêtaient, enfin ils cherchaient le point d'entrée pour faire ce mouvement. Voilà, après c'est un peu du fine tuning, je dirais, et ça dépendra très probablement des prochains chiffres d'activité qui vont arriver. Voilà, un mauvais rapport, ça aurait pu exclure le mois de septembre. Un bon, ça le garantit pas à 100%, mais ça n'enlève pas cette option. Absolument. Sophie, vous le disiez également en titre, l'exil des Français les plus aisés, avec des chiffres assez précis. Emploi américain, le marché s'est renforcé au mois de juillet, 215 000 emplois créés le mois dernier. Le taux de chômage se maintient à un plus bas de 7 ans à 5,3%. Des chiffres qui sont excellents pour Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, ce qui va dans le sens d'un relèvement rapide des taux. Ce chiffre de l'emploi est très bon en fait. On n'attendait pas une surprise, mais une surprise aurait peut-être fait changer les paris du marché. Donc avoir ces créations d'emplois, 215 000 créations d'emplois, un chiffre sur le mois dernier revu à la hausse. Il suffit de regarder le cours du dollar, il ne fait que conforter donc une Fed qui de toute façon va relever ses taux d'ici la fin de l'année, mais avec ce genre de chiffres, le marché va commencer plutôt à parier sur une hausse des taux dès le mois de septembre. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine c'est une année électorale aux États-Unis et que la Réserve fédérale ne veut pas trop rentrer dans le débat et que le plus tôt elle commencera à monter les taux, le mieux ça sera, même si l'économie ralentit, ce qui peut toujours arriver. À ce moment-là, au moins, elle aura un peu de place justement pour relâcher un peu du lest. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services.